L'homme dont on va parler aujourd'hui a grandement participé à forger le cinéma tel qu'on le connaît. Dandy classe et élégant, en avance sur son temps, il aura su exporter le cinéma français au-delà du vieux continent. Et pourtant, je suis certain qu'un grand nombre d'entre vous n'a jamais entendu parler de lui. Bref, bienvenue dans le cinéma de Max Linder. Gabriel Leviel naît le 16 décembre 1883 à Saint-Loubès en France. Et déjà très jeune, il décide lui-même de se faire appeler Max. Lorsqu'il voudra démarrer sa carrière au théâtre, les parents de Max lui interdisent formellement d'utiliser Leviel comme nom de scène. Il trouvera donc quelque part le patronyme Linder et, comme cela colle très bien avec son prénom, Max, il se fera dorénavant appeler Max Linder. Alors qu'il se voit faire toute sa vie sur les planches de théâtre, Max Linder est approché par Lucien Longuet afin qu'il tourne des courts-métrages pour la firme Pathé. Au début, Max est réticent envers cette nouvelle invention que l'on nomme cinématographe, mais il décide malgré tout de tenter l'expérience. Très vite, il découvre l'étendue des possibilités offertes par cette invention et se montrera immédiatement très inventif. Il obtient rapidement de tourner et réaliser ses propres courts-métrages. En très peu de temps, il crée son propre style, perfectionne son burlesque. Au fil de ses courts-métrages, il invente son personnage de Max qui apparaîtra alors dans tous ses films. Il est important de noter que Max est le premier personnage récurrent de l'histoire du cinéma. C'est en grande partie grâce à son personnage qu'il a pu créer de l'intérêt et de la sympathie de la part du public qui attendait toujours les nouvelles aventures de Max. C'est vrai. Grâce à son style très novateur, Max Linder devient la première star mondiale de cinéma. Dès 1910, ses films sont projetés jusqu'en Australie. Max le Dandy a conquis le monde. Max Linder partira une première fois pour les États-Unis en 1916, mais des problèmes de santé écourteront sa visite. Il finira par y retourner en 1919 et il y réalisera 3 de ses plus grands films. Soyez ma femme, 7 ans de malheur et Les Trois Mousquetaires. Après la fin du tournage de Les Trois Mousquetaires, Max, très affaibli par ses problèmes de santé, se voit obligé de rentrer en France, définitivement. En 1921, pendant qu'il est en convalescence, Max rencontre sa future femme, Ninette, alors âgée de 16 ans. Oui, mais on était en 1921. Ouais, c'est vrai, on était en 1921. Et là, le début de la fin commence pour Max. Il entre peu à peu dans une profonde dépression car il considère que son temps de cinéaste est passé. Bien que ses films soient toujours autant acclamés un peu partout dans le monde, il ne voit que les jeunes cinéastes comme Chaplin ou Keaton le devancer et lui faire de l'ombre. Max commence également à être rongé par la jalousie. Il a de plus en plus peur que sa femme, bien plus jeune que lui, le laisse pour quelqu'un d'autre. Ça le rend malade. Ninette accouche de leur fille Maude le 27 juin 1924. Maude qui deviendra très importante dans la suite de l'histoire de son père. La naissance de leur fille n'arrangera pas vraiment le moral de Max. Il lancera plusieurs projets qu'il abandonnera subitement, de plus en plus mis à mal par sa dépression et ses autres problèmes de santé. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1925, Max Linder se donne la mort en emportant sa femme Ninette avec lui, laissant seule leur fille Maude alors âgée de 14 mois. Waouh, c'est la dernière fois que je te laisse parler de ce genre de truc. T'es beaucoup trop effrayant toi. Bref, à partir de ce moment-là, l'héritage de Max sera peu à peu oublié et c'est assez simple à comprendre. Dans la société de 1925, le suicide était la pire des choses. Bien pire que le meurtre de sa femme. La famille Leviel a alors tout fait pour étouffer l'affaire et plus ou moins faire disparaître le nom de leur fils. L'héritage cinématographique de Max Linder a alors commencé sa descente dans l'oubli. Mais un travail de presque toute une vie a permis d'empêcher ça. Sans l'acharnement de sa fille Maude à retrouver et restaurer ses films, Max serait aujourd'hui totalement inconnu. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Maude a passé la plus grande partie de son enfance dans l'ignorance. Elle ne savait tout simplement pas qui était son père. C'est vers la fin de son adolescence qu'elle a pris sa véritable histoire. La gloire de son père jusqu'à son geste irréparable. Au début, haineuse et très réticente à l'idée de découvrir le cinéma de son assassin de père, elle se laissa convaincre par une de ses amies d'assister à une projection. À l'époque, Max fit construire un cinéma à son nom, le cinéma Max Linder, et en fut le propriétaire jusqu'à sa mort. Celui-ci existe encore aujourd'hui et ce fut l'un des derniers endroits où les films de Max Linder étaient régulièrement diffusés. Cet événement marqua un tournant dans sa vie et elle décida de se consacrer à la recherche et la restauration des films de son père. Elle, qui avait peur de découvrir un acteur grotesque, découvrit un homme au comique subtil et élégant qui n'avait rien à voir avec les amuseurs de l'époque. Maude considérait l'oubli dans lequel était tombé Max comme une injustice. Certes, le père lui était un assassin, mais le cinéaste était un génie. Elle fit alors le tour du monde afin de retrouver des bobines égarées ça et là chez des collectionneurs et finit par reconstituer un beau catalogue des films de son père. Sur plus de 500 films qu'il avait tournés, seule une centaine ont pu être retrouvés et restaurés. Maude Linder organisa plusieurs rétrospectives des films de son père et réalisa 2 films, en compagnie de Max Linder et L'homme au chapeau de soie, que je vous recommande vivement. Mais qu'est-ce qui à l'époque avait rendu son cinéma si spécial qui fait qu'il mérite aujourd'hui encore que l'on s'intéresse à lui? Il faut savoir qu'à ses débuts, beaucoup de ses détracteurs reprochaient au cinématographe de n'être que du théâtre filmé. Et pour l'époque, on ne pouvait pas vraiment leur donner tort.
Les premiers artistes à utiliser cette nouvelle invention avaient de la peine à se détacher des codes du théâtre. Les histoires n'étaient que peu développées et le surdoué des acteurs n'aidait pas vraiment à sa popularisation. Et pourtant, Max y vient un moyen de se détacher de certains codes et de certaines contraintes du théâtre afin d'en créer un art totalement nouveau. Il créa, comme je disais, le premier personnage filmique récurrent de l'histoire, et au fil de ses expériences, il améliora son jeu et son écriture, si bien qu'outre-mer, il influença des artistes naissants. Et pas n'importe quel artiste. Max, personnage assez petit, svelte, toujours coiffé d'un chapeau et arborant souvent une canne. Et on n'oublie pas la moustache. Ne vous fait-il penser à personne? Charlie Chaplin s'est beaucoup inspiré de Max Linder pour créer son personnage du vagabond. Chaplin le disait lui-même, mon maître, c'est Max Linder. On peut en outre retrouver des images filmées lors de leur première rencontre, mais il y a aussi cette photo, dédicacée de la part de Chaplin à Linder, où il est écrit « Au seul et unique Max, le professeur, de la part de son disciple, Charlie Chaplin ». Au-delà des similitudes dans leur apparence, on les reconnaît également dans leur gestuelle. Mais pour aller plus loin, concentrons-nous sur des références directes de Charlie Chaplin au film de Max Linder. Deux courts-métrages en particulier présentent le même contexte. Une idylle à la ferme pour Max Linder et Sunnyside de côté de Charlie Chaplin. Le contexte de début est le même dans les deux courts-métrages. Chaplin et Linder sont tous les deux au lit et n'arrivent pas à se réveiller. Ah ben du coup, faudra penser à mettre une limite d'âge sur la vidéo, hein. Mais non, pas ensemble, dans leur court-métrage. Oh. Je disais donc, ils sont tous deux endormis et n'arrivent pas à se réveiller. Et ils seront tirés de leur sommeil par un autre personnage. Ici, le contexte est similaire, mais c'est dans le traitement que les histoires vont différer. Là où Max est le maître de maison, Charlot, lui, est le serviteur. Et rien que ça change quand même pas mal de choses. Mais Linder n'a de loin pas influencé que Chaplin. En fait, un peu avant les années 1920, plusieurs cinéastes américains ont commencé à s'attacher au code de Linder. Le fait de ne pas vouloir juste faire du gag pour du gag, mais développer des histoires de plus en plus cohérentes et complètes qui ne se limitent pas à de simples courses-poursuites avec la police, comme avait l'habitude de le faire la Keystone à l'époque. Les Marx Brothers, dans leur film Dog Soup, reprendront et interpréteront la séquence du miroir qu'il avait ingénieusement imaginée dans son film 7 ans de malheur, sorti en 1921. En fait, une fois qu'on s'est habitué au cinéma de Max Linder, on commence à voir son influence un peu partout. Volontaire ou non, elle est bien là, ancrée dans notre héritage cinématographique. Au final, même si sa filmographie était oubliée pendant plusieurs décennies, Max Linder aura continué à vivre au travers des œuvres des artistes qu'il a influencés, il n'aura donc jamais totalement disparu. Regarder des films de Max Linder, en plus de voir d'excellents films, nous permet d'apprendre de l'un des plus grands pionniers du cinéma, car je pense que même 100 ans après, Max Linder a encore des choses à nous apprendre. Quand on regarde tout ce qu'il a pu accomplir durant sa vie, à quel point il s'est investi pour le cinéma français, et qu'on prend la mesure de son talent, même face à des Buster Keaton ou des Charlie Chaplin qui crevaient l'écran à l'époque, on constate que la seule personne à avoir détruit Max Linder n'est autre que Max Linder lui-même. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Partagez aussi la vidéo, ça nous ferait genre trop plaisir. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 3e épisode du Rufoscope. Est-ce que cette fois on va parler de Chaplin? Quoi? Encore? Alors, Chaplin, pas Chaplin? Mais tu verras bien, moi je veux Chaplin. Oui, bon, d'accord, on va parler de Chaplin. Maintenant tu me lâches la grappe, ok? Mais attends voir. Si t'étais vraiment ma conscience, t'aurais pas besoin de me demander de quoi on va parler, tu le saurais. On est quand même vachement nuls pour les cliffhangers. Ouais.